L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Notre histoire commence aujourd'hui aux confins de l'Irlande, dans l'arrière-pays de la ville de Dublin. Anne Fanshawe est une femme de 56 ans issue de la bonne société britannique. En visite chez les membres de sa famille éloignée, elle est accompagnée de son père. Autrice d'ouvrages portant sur la cuisine et spécialisée dans les recettes de desserts, elle profite de cette pause automnale pour venir se ressourcer quelques jours dans cet immense cottage dans lequel vivent une bonne dizaine de personnes. En journée, cet endroit magique, bordé de forêts et de cours d'eau, est l'incarnation parfaite d'un certain type de paradis terrestre. Maintenant que les feuilles sont tombées des arbres, les oiseaux ont migré et un calme aussi placide qu'olympien est le maître de ces lieux et de cette nature florissante qui se prépare à hiberner. Mais la nuit, c'est une autre affaire. Lorsqu'elle est arrivée la veille, Anne s'est tout de suite sentie mal à l'aise, alors que l'obscurité galopante plaçait la maison dans une torpeur inhabituelle et inquiétante. Une atmosphère délétère gagnait du terrain chaque minute, avançant dans la nuit. Et lorsqu'elle a partagé cette impression avec la maîtresse des lieux, leur hôte apparut embarrassée. Ouais. Comme si elle était au courant de quelque chose, mais qu'elle refusait catégoriquement de lui en parler. Étrange, n'est-ce pas ? Anne, loin d'être facilement impressionnable, est allée s'enfermer dans sa chambre derrière les tentures de son lit pour attendre Morphée avec impatience. Voilà donc déjà quelques heures qu'elle est couchée et que le sommeil, capricieux, se refuse à venir la chercher. Somnolence et songes sont au rendez-vous, eux, et berce d'illusions Anne qui se tourne et se retourne dans ses draps. Si Morphée n'est pas venu ce soir, c'est pour une bonne raison. Il est retenu prisonnier d'un esprit malin qui ne va pas tarder à entrer en action. En dehors de la maison, la nature se crispe, se tend, se tord. Les branches, nues, craquent. Les animaux terrorisés se planquent dans les terriers et les troncs. Ils font place à la terrible masse noire, difforme, qui s'avance. Et vient se poster directement sous la fenêtre de notre héroïne qui, elle, cherche encore le sommeil. Nous sommes le 12 novembre 1676. Au dehors, la lune se voile de nuages noirs. Il est 1h du matin. Et c'est l'heure H de mon histoire. Anne s'apprête à faire la rencontre de sa vie. Dans une pièce totalement enveloppée par la noirceur de la nuit, elle se sent en sécurité dans ce lit à baldaquin qui la maintient entre deux mondes, le réel et celui de sa somnolence. Pourtant, subitement, une sensation de froid l'envahit, comme si le vent, par l'embrasure d'une porte restée ouverte, allait et venait en courant d'air et mordillait ses chevilles nues, à peine couvertes par les draps. Le manège dure quelques minutes. Anne, de plus en plus terrifiée et maintenant bien éveillée, ne bouge pas du tout. Elle ressent comme une présence, quelque chose ou quelqu'un qui la pousse à tirer le voile du lit pour regarder vers l'extérieur. Elle résiste encore et encore, jusqu'au moment où une voix d'abord mielleuse, puis tendre, et enfin autoritaire, dans un souffle, s'adresse à elle. Au départ, impossible de comprendre ce qui est dit, mais d'après ce qu'elle peut entendre, Anne est persuadée d'une chose. Cette personne ou cette chose vient d'ouvrir la fenêtre de sa chambre, ce qui explique alors cette sensation terrible de courant d'air. La Britannique n'a d'autre choix que de tirer les rideaux et d'affronter la menace. À la lueur de la lune, un visage féminin se dessine dans l'embrasure de la fenêtre, celui d'une jeune femme rousse. L'aura qui se dégage autour d'elle est si particulière que Anne est tentée de fixer son attention sur elle. Son teint est si pâle qu'il en est presque translucide et surtout, elle paraît être plus morte que vivante. Comme absorbée par des yeux aussi vides que ceux de la faucheuse, Anne reste tétanisée, dans l'incapacité totale de faire le moindre mouvement. La jeune femme de la fenêtre, épouvantable et terrifiante à la fois, porte une robe de bure grossièrement taillée et trouée en plusieurs endroits. Autour d'elle, un voile de fumée, comme si son corps n'était pas palpable.
Mais voilà qu'en un instant, le visage de la malheureuse se transforme. Il se crispe, se tord, ses yeux sont exorbités. D'une voix puissante et torturée, comme jamais Anne n'avait eu l'occasion d'en entendre, la jeune femme de la fenêtre prononce par 3 fois les mêmes paroles. « À cheval, à cheval, à cheval !» De peur, Anne ferme les yeux et se bouche les oreilles. Elle n'a donc pas remarqué que dans un souffle, l'étrange apparition a disparu, laissant place à la lune qui baigne dorénavant toute la pièce d'une lumière blafarde et neutre. Anne, elle, tremble de tous ses membres. Elle n'a qu'une idée en tête, aller retrouver son père. Alors, sans lanterne ni repère, elle se précipite à l'extérieur. La pièce dans laquelle son paternel se délecte du sommeil du juste n'est qu'à quelques pas. Il faut traverser le vestibule, puis tourner à gauche. Et là, une porte de bois noir, celle de sa chambre. Sa respiration est saccadée, encore suspendue à la rencontre qui vient de se dérouler. Anne ne cherche pas à être discrète, elle court pour sa vie et pour sa sûreté. Elle se cogne le pied dans un meuble qui se trouve là et qu'elle renverse. À l'étage, une bougie s'allume, mais Anne ne la voit pas. Elle court aussi vite qu'elle le peut dans la chambre de son père, le trouve allongé, dormant et ronflant, la fenêtre fermée. Mais cette sécurité visuelle ne lui suffit pas. Comme une fillette qui vient de faire un cauchemar, elle le secoue dans tous les sens pour le réveiller. Respirant avec force et enfoncé dans un sommeil des plus profonds, il ne réagit pas. Elle tente encore de le faire bouger, en vain. Ce n'est que lorsqu'à l'étage, un cri strident retentit que le vieil homme, d'un coup, se redresse dans ses draps. Il est surpris, saisi, bien entendu, de voir sa fille à ses côtés et, d'une voix blanche, laisse échapper ces quelques mots. « Enfin chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Ce à quoi Anne ne peut que répondre par des paroles qui ne peuvent que résonner comme un avertissement. « Vite papa, nous devons partir, aussi loin que possible !» Pourtant, son père, lorsqu'elle lui raconte l'impensable, n'a pas les cheveux qui se dressent sur son crâne déjà quelque peu dégarnis, non. Non, il se lève, calmement, prend la direction de la chambre occupée par Anne et contemple longuement la fenêtre ouverte qui grince toute seule. Comme ça, sans rien dire. Anne, pour sa part, se blottit dans un coin de la pièce, terrifiée à l'idée de voir de nouveau cet esprit à l'apparence si terrible. Le paternel, lui, s'assied sur le lit, fixant la lune. Et sans regarder sa fille, il lui explique ce dont elle vient d'être témoin. Tu sais, Anne, ce genre d'apparition est bien plus courante en Irlande qu'au sein de notre chère Angleterre. Ici, la magie, qu'elle soit blanche ou noire, est encore au cœur de bon nombre de folklores. Je sais pas ce que t'as vu, mais ma cousine sera certainement capable de nous l'expliquer. Inquiet cependant, le père choisit de rester auprès de sa fille pour la nuit. Il n'aurait de toute façon pas réussi à retrouver le sommeil. D'autant que le cri qu'ils ont entendu tous les deux semblait bien réel. Et si un malheur s'était produit dans la maison L'intuition du vieux sage ne le trompe pas. Un peu avant 5 heures, leur hôte, le visage baigné de larmes, les rejoint dans la chambre dont la fenêtre est toujours ouverte. Après qu'il lui ait raconté leur nuit, elle comprend immédiatement ce que Anne a vu et entame son explication. Cette femme que tu as vue est ce qu'on appelle chez nous une banshee. Il y a de cela de nombreuses années, alors que je n'étais qu'une enfant, un malheur est arrivé. Le propriétaire de cette maison, un de mes grands-oncles, fut accusé d'avoir tué une jeune femme et son enfant, avant de jeter les corps dans la rivière qui s'écoule là, un peu plus bas. Le père de Anne, à l'évocation de ce mot, se redresse et se crispe, comme happé par de terrifiants souvenirs. Mais la maîtresse de maison, absorbée par son histoire, continue. Je vous prie de m'excuser d'avoir crié tout à l'heure, mais l'un de mes cousins, mourant à l'étage, m'a demandé de rester avec lui cette nuit dans sa chambre. Il s'est éteint un peu avant 2 heures du matin. Cette fois, c'est Anne qui frissonne. C'est à cette heure-là précisément qu'elle a aperçu la jeune femme rousse. Elle repense à ces mots qui résonnent encore dans sa tête. À cheval, à cheval, à cheval. Leur hôte conclut ainsi sa prise de parole, aussi lunaire que terrifiante. Il est de tradition que ces apparitions aient lieu dans les maisons auxquelles elles sont rattachées, précisément lorsque quelqu'un est en train de mourir. Chaque nuit d'agonie, elles se manifestent jusqu'au moment du grand départ. Ce n'est donc
pas la première nuit qu'elle vient rendre visite, mais la pièce dans laquelle vous étiez en avait été jusqu'à leur épargner. » Le père et la fille ne répondent pas à ces excuses. Au lieu de cela, le vieil homme, transi par l'horreur, souffle à l'oreille de sa fille. « Fais tes bagages, veux-tu ? Nous retournons à Dublin. » La femme de la maison ne cherche pas à les retenir. Au petit matin, le soleil se levant derrière un voile de brume, les deux témoins de ces terribles événements repartent en calèche, en trombe, sans un mot. Anne, au bout de quelques heures, se permet de poser une seule et unique question à son père. « Père, mais qu'est-ce qu'une banshee ?» Tournant des yeux de feu vers elle, le vieil homme répond dans un souffle de panique. « Le diable, ma chérie, c'est le diable. » Et la jeune femme rousse de la fenêtre, elle, retourne se perdre dans les bois de la campagne irlandaise. Ce témoignage, qui paraît aussi étrange que lugubre, n'a rien de fantaisiste. Anne Fanshawe est une véritable personne, mémorialiste et cuisinière dont la notoriété permit la diffusion de ces témoignages aux allures de mauvais rêves. Grâce à elle, en quelque sorte, le monstre qui nous intéresse aujourd'hui est devenu réel. Et les histoires du folklore irlandais ont pris un poids plus consistant. Pour autant, et c'est hélas souvent le cas de notre monde actuel à la modernité galopante, la banshee, comme les autres créatures et monstres fantasmés, disparaissent petit à petit de l'imaginaire collectif, totalement écrasés sous le poids du goudron et de la fumée des usines. Pour autant, ce retrait ne saurait être définitif. Bien après 1676, il y a seulement quelques années d'ailleurs, un homme en Irlande a lui aussi cru sa dernière heure arriver. Willie Good est un homme déjà usé par le temps. Il habite seul dans une petite maison de la région de Cork. Retraité, il s'occupe de son jardin et aime à se balancer sur son rocking chair sous son porche parfaitement rangé. Résidant depuis toujours dans la campagne profonde de cette région verdoyante, il n'a que quelques voisins, dont le premier se situe à une bonne centaine de mètres. Alors le soir, Willie peut jouer de son harmonica en toute tranquillité, sans déranger personne. Le privilège de la ruralité, en somme. Pourtant, ce soir-là, une chose particulièrement étrange est à l'œuvre. Alors que la lune est bien visible, des nuages noirs ont couvert le ciel et surtout, un vent terrible s'est levé. Le rocking chair a commencé à se balancer tout seul et Willie, lui, s'est réfugié dans son salon. Debout, à côté de la fenêtre, il observe le dehors d'un regard qui ne trompe pas. Ouais, il a la trouille. D'ailleurs, il tient à côté de lui la crosse de son fusil avec poigne. Le vent finit par retomber. Le vieil homme s'apprête à ressortir. Il a la main sur la poignée de la porte lorsque s'élève le cri le plus terrible et le plus perçant qu'il n'ait jamais entendu. Aussitôt, instinctivement, il pense à un chat. Il sort sur le perron et écoute. Il distingue alors plutôt comme les pleurs d'une femme dont il ne réussit pas à localiser la position. Willie retourne à l'intérieur, court jusqu'à la porte de derrière qui donne sur le potager. Il écoute. Rien. Juste son essoufflement et ce cri qui continue de résonner dans l'air. La lune se voile un peu plus encore. L'obscurité la plus totale devient reine. Willie, retournant sur ses pas, se dirige à nouveau vers son perron. Porté par le courage de vouloir percer ce mystère, mais terrifié à l'idée de comprendre réellement ce qu'il se passe. Le manège dure ainsi quelques minutes et les cris, eux, redoublent. Willie doit se résoudre à la réalité. Ce qu'il entend, c'est un kinning, le cri d'une banshee. Dès que ce nom lui vient en tête, le vieil homme est pris de tremblements incoercibles. Oh, il a peur. Exactement de la même manière que lorsqu'il était enfant et que sa grand-mère, au coin du feu, lui racontait les apparitions de ces monstres assoiffés de mort. Elle lui expliquait qu'elles étaient les assistantes de la faucheuse et que leur présence n'était jamais signe de chance et de bonne fortune, bien au contraire. « Je te le dis, Willie, » disait-elle d'un air martial. « Lorsque ces créatures sont sous tes fenêtres, c'est que le grand mal, drapé dans sa cape noire, vient te chercher pour l'au-delà.
Alors voilà, c'est certainement ainsi que son existence va se terminer à ce pauvre Willy. Il refuse de se mettre au lit, voulant attendre de pied ferme et l'arme à la main celle qui viendrait lui ôter la vie. Ce soir-là, le vieil homme s'installe dans son fauteuil pour y passer la nuit. Refusant de fermer les yeux, il est pris par surprise quelques heures plus tard par Morphée, qui sera cette fois son seul invité. Les Banshees n'ont pas frappé chez lui. Alors à son réveil, Willy se sent un peu stupide d'avoir cru à son âge à ces sornettes sorties de l'imagination des anciens. Un bon café et hop, le voilà dehors, prêt à s'activer dans son potager. Pourtant, alors qu'il se baisse pour cueillir une salade déjà bien faite, une ambulance passe devant chez lui, puis une deuxième. Les deux véhicules, toutes sirènes hurlantes, s'arrêtent chez son voisin. Willy, curieux comme un vieil homme à qui il ne reste plus que ça comme distraction, attrape son bâton de marche et se dirige à son tour vers la maison voisine. Sur le chemin qui le sépare de l'habitation toute proche, les bruits qu'il entend, le craquement des arbres, les plaintes des feuilles, rien ne le rassure. Il est terrifié, totalement pris de panique. Les gyrophares qui dansent et indiquent la présence des secours un peu plus loin ne peuvent cacher le spectre qui semble se glisser le long des murs immaculés de la maison. Il entre, sans frapper, et se dirige instinctivement dans la chambre, au bout du couloir, froid, glauque, humide. Là, les urgentistes lui expliquent que son voisin et sa fille sont tous les deux décédés dans la nuit. Willy n'a pas besoin de 30 secondes pour comprendre ce qu'il s'est passé. « Les Banshees !» répond-il au médecin, pâle comme un linge. « Vous allez bien, monsieur ?» Mais Willy est déjà retourné chez lui. Le souffle qui le pousse n'est pas celui de la nature environnante. Il y a quelque chose d'autre, de plus terrifiant, de plus artificiel. Cette intuition d'évoquer ces monstres issus des livres de son enfance est venue instinctivement, sans le prévenir. Dans la précipitation, il ne fait plus son âge. Voilà qu'il marche comme lorsqu'il avait 20 ans. Le voilà rapidement arrivé devant sa porte. Il ne tarde pas à s'enfermer à double tour, tout en priant. Il se tétanise si fort que ses articulations, vieillies par les années, craquent, se tordent. Willy a peur, pétrifié tel un lapin pris dans les phares. Il est redevenu le gamin qui, inquiet, vérifie sous son lit avant de se coucher. Il ne dormira plus jamais que d'un œil, le vieux Willy, victime de cette peur primaire et profonde qui l'assaille et le tenaille. Ce Kinning, dont parlait le vieux Willy, est le nom que l'on donne aux cris des messagères de la mort. Il est si perçant qu'il a la réputation de pouvoir briser le verre, rien que ça. Mais a-t-il vraiment entendu des Banshees ? Quoi qu'il en soit, selon le folklore irlandais, il semblerait bien que ces créatures existent au fin fond des campagnes du pays. Mais la Banshee sévit-elle uniquement dans les campagnes reculées ? Eh bien, il semblerait que non. Nous sommes en 1821, dans une mer d'Irlande déchaînée. Les vagues et l'écume viennent se fracasser contre la coque d'un navire marchand dont les voiles se tordent de douleur. Sur le pont, une poignée d'hommes se bat contre cette impressionnante tempête qui n'en finit plus. En longeant la côte obscure, les marins espèrent se maintenir à l'abri du vent. Pour le moment, cette manœuvre est un échec. 2 marins, à la poupe, ont les yeux rivés successivement sur les gréements et sur le gouvernail. Soudain, le plus jeune des deux, un mousse tout droit sorti des jupons de sa mère, remarque sur le rivage une forme spectrale, éclairée par les éclats de la lune. Oh, c'est une femme, oui, à n'en pas douter, dans une longue robe blanche dont la capuche recouvre le visage. Elle se déplace sans pour autant avoir l'air de marcher. Ses pieds, s'ils existent, ne semblent pas toucher le sol. Le jeune mousse, dans une expression de terreur, porte sa main à sa bouche. Il n'a pas le temps de se retourner vers les autres que, poussant un cri horrible, la tête tournée vers le ciel, l'apparition emplit l'atmosphère de sa voix sinistre et terrifiante. Le mousse regarde son collègue marin qui, lui, est beaucoup plus âgé. À son grand étonnement, le vieux ne bouge pas, ne lève même pas la tête.
Il a le nez dans ses cordages et se permet même de siffler un air bien connu des marins, réputé pour les protéger des mauvais esprits. Le mousse, d'une voix tenaillée par l'émotion, ne peut s'empêcher de l'apostropher. « Jack, Jack, c'est une banshee, n'est-ce pas ?»« Oui, » répond l'autre, qui n'a toujours pas levé la tête pour regarder. Le jeune mousse est, lui, particulièrement confus. Les banshees, pour lui, ne sont pas ces créatures immondes. Du moins, pas dans ses souvenirs datant de sa plus tendre enfance, lorsque son grand-père lui racontait les histoires du folklore d'Irlande. Mais ne sont-elles pas seulement des esprits bienveillants qui annoncent la mort à venir ? Le vieux marin, dans un sourire édenté et terrible, ne répond que ces mots. « Pas toujours. » Le gamin, pris de panique, se cramponne au bastingage comme un beau diable. Ses mains sont moites. Son échine se courbe sous le poids de l'apparition sortie de ses songes les plus anciens. Le vieux marin, aussi mystérieux que flippant, tout à ce moment-là le pousse à perdre pied, d'autant que l'ancêtre n'est pas réellement prêt à le ménager. « Assieds-toi, gamin. Assieds-toi, je vais te raconter une histoire. » Et voilà que le vieil homme, sans même avoir posé le regard sur la divinité sur l'autre rive, se lance dans un récit totalement dingue, à la frontière de l'irréel. Des flammes dans les yeux, il retrace au jeune mousse l'histoire d'une mythologie parallèle qui place les hommes et, plus particulièrement les missionnaires chrétiens, dans la position de mécréants. Tu vois, avant que le christianisme ne vienne nous envahir, ces esprits veillaient sur nous. Et puis, les messagers du Christ, persuadés de leur connivence avec le diable, les ont traqués. Certains disent même qu'ils en ont capturés. Les banshees, alors, sont devenus des harpies, se retournant contre celles et ceux dont elles voulaient le bien, c'est-à-dire nous. Les mains calleuses du vieux, agrippées au cordage, se tendent, se crispent. Il y a de quoi. Le mousse, lui, est totalement terrorisé. Tu vois, petit, c'est pour ça que j'ai pris la mer, pour être certain de ne jamais tomber sur elle. Dans un éclat de rire perfide et goguenard, le vieux s'éloigne, laissant le mousse aux prises avec ses terreurs les plus profondes. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H s'intéresse à une créature mythologique extrêmement présente dans le folklore irlandais, la banshee. Messagère de la mort, elle annoncerait par ses apparitions et par ses cris le décès d'un proche ou d'un membre d'une maisonnée. Elle ne vient jamais trouver les gens par hasard, ça c'est une certitude. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les témoignages de ceux qui l'ont vue sont terrifiants. Avant de comprendre l'ampleur du phénomène, il nous faut un peu creuser ses origines. Mais qui sont les banshees ? D'où viennent-elles ? Et surtout, importance capitale, comment les reconnaître si vous avez un jour la chance ou la malchance d'en croiser une ? Une banshee serait un être métamorphe, ayant le pouvoir de la transformation, si vous préférez. À chaque victime, son apparition, fantomatique. Esprit annonciateur des pires malheurs, elles ne se présentent que de nuit, sous une cape qui dissimule leur visage et leur expression. Elles auraient parfois le pouvoir de lévitation, mais surtout, et c'est immuable, elles pleurent et lancent des lamentations aux cris stridents qui attirent l'attention sur elles. Les folklores régionaux, dans de nombreux cas, ont des avis différents lorsqu'on évoque leur apparence physique. Anne en a vu une plutôt jeune et jolie. D'autres, en revanche, décrivent une vieille femme dont les larmes coulent sur les joues et creusent des rides extrêmement profondes dans la peau. D'autres, enfin, évoquent plutôt une femme si jolie qu'elle enchante celles et ceux qui croisent sa route. Dans certaines régions, la créature est si grande qu'elle touche la cime des arbres, et dans d'autres, la banshee n'est pas plus haute qu'une vieille femme rabougrie. Vous l'aurez compris, en Irlande, ce monstre annonciateur de malheur est très présent dans le folklore local.
et son apparence est si changeante qu'il paraît impossible de pouvoir en tracer un portrait robot efficace. Pour autant, nous allons bientôt voir que la Banshee ne sévit pas qu'en Irlande, bien au contraire. Des mythologies bien plus anciennes aussi en font état. En tous les cas, dans les récits qui nous sont parvenus, ces messagères de la mort semblent si réelles qu'elles interrogent sur la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Est-ce bien rationnel de croire en leur existence? Comment expliquer, dans le cas contraire, la puissance des cris entendus? Nous allons donc tenter de percer les mystères de ces croyances et de ces mythes. La mission ne s'avance pas simple. D'autant que derrière les fourrés, il est possible que les Banshees nous observent. Les premiers récits mythologiques n'évoquent la Banshee qu'en tant qu'esprit baladeur des forêts, des marais et des collines d'Irlande. Elle est reliée à la mort, certes, mais est alors très loin de cette figure presque diabolique qui assaille et harcèle les habitants du monde celte. L'étymologie même de son nom, d'ailleurs, évoque cette paternité du monde des morts. En effet, en vieil irlandais dans le texte, une Banshee est une femme de l'au-delà. Elle est cependant associée à l'imaginaire des fées et des lutins, ce qui la rend tout de suite un petit peu moins terrifiante. Dans les plus anciens textes, son existence est à relier aux grandes familles fondatrices du pays d'Irlande. Elles sont au nombre de 6, sans entrer dans les détails. Les Banshees n'auraient été alors que des messagères annonçant la mort à venir des personnages importants du pays et non de l'ensemble de la population comme la légende a pu être popularisée. D'ailleurs, à cette époque, la créature est décrite comme une vieille femme vêtue d'un manteau funéraire caractéristique. Loin donc de ces géantes au visage d'ange que les premiers témoignages évoqués nous ont laissé entendre. Dans les premiers textes toujours, son cri est loin d'être un bruit effrayant. Il s'agit plutôt d'une mélopée mélancolique, morose, triste, qui brise le cœur de celles et ceux qui l'entendent. En bref, ainsi sont faites les légendes. Elles sont remodelées avec le temps. Monstre aux multiples facettes, ses origines remontent à l'aube de l'histoire gaélique, qui se déroule du côté de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, mais aussi de l'île de Man et de l'Écosse. Ce qui n'empêche pas de lui trouver des similitudes avec certaines créatures de nos contrées du continent, notamment la fameuse Dame Blanche qui, historiquement, prévenait les familles puissantes d'un décès proche, particulièrement similaire à notre histoire, vous en conviendrez. Il y a tout de même des différences notables. Les Banshees d'Irlande sont considérés comme des fées, voire des divinités déchues, ce qui, assurément, change un peu la donne. En effet, elle n'est pas dans nos sociétés modernes qu'une figure haineuse, rattachée aux mourants. Et généralement, elle leur veut du mal par-dessus le marché. Elle n'est d'ailleurs plus représentée que sous la forme d'un esprit fantomatique. Oui, mais pourquoi ? Peut-on expliquer cette évolution d'une divinité vers un spectre malin ? Eh bien, la réponse est oui. Et l'explication tient en un seul mot : christianisation. Durant des siècles, au sein des régions gaéliques, les religions païennes rythmaient les journées des habitants. Druides, bardes et folklore celte tenaient une place prépondérante dans leur vie. La religion chrétienne, quant à elle, ne s'impose dans ces contrées qu'à compter du début du 5e siècle. Époque durant laquelle les Romains, eux-mêmes convertis, commencent à envoyer des missionnaires anciennement druidiques porter la bonne parole et l'histoire de Jésus-Christ. Au prix de conquêtes militaires, souvent, le christianisme s'impose dans les mœurs. Il écarte les rites païens qui, eux, décroissent et disparaissent même de la vie quotidienne des gaéliques. Cependant, certaines des figures ancestrales demeurent et s'intègrent à ces nouvelles pratiques religieuses. C'est le cas de la Banshee, qui, de manière incontestable, s'impose comme une sorte de croque-mitaine n'apparaissant qu'avant la mort d'une personne de la famille. La créature est d'ailleurs renommée Ange de la Mort à compter de cette époque. En bref, la Banshee d'origine appartient à une période lointaine de l'histoire de la région gaélique, durant laquelle les cultes païens étaient dominants. À cette époque, elle n'était pas cet esprit frappeur et maléfique tel que la christianisation a bien voulu le faire croire. Fées ou anciennes divinités, les Banshees étaient connus pour arpenter les landes et avertir par des lamentations moroses de la fin proche de certains mourants, sans pour autant importuner les vivants.
L'intérêt de l'Église est clair dans cette transformation. Il s'agissait de diaboliser les cultes d'autrefois pour imposer sa vision des choses. À moins que serait-il si délirant d'imaginer que les Banshees, devant l'affront des habitants gaéliques de tourner le dos aux anciennes croyances, se seraient mis en colère, et que, face à la christianisation de la société, leur état d'esprit ait évolué, passant de la dignité à la colère la plus noire. Quoi qu'il en soit, nos recherches se poursuivent. Maintenant que nous connaissons mieux les origines de cette mystérieuse créature, aux terribles cris caractéristiques, il convient de tenter de rationaliser le mythe. Est-il possible, de manière cartésienne, d'expliquer sa présence et ses témoignages à glacer le sang? Que retenir de ces fameux témoignages qui nous sont parvenus? En particulier, qu'en est-il de ce fameux cri strident que les témoins affirment entendre? Au risque de vous décevoir quelque peu, si je ne peux pas vous donner d'explications concrètes au sujet des apparitions physiques, ce n'est pas la même chose en ce qui concerne les cris perçus par de nombreux témoins, notamment Willy, notre second protagoniste. La solution pourrait pourtant être très simple. Il est avéré que ces régions sont peuplées de chouettes effraies. Attendez, je vous explique. Une chouette effraie est une créature terrifiante. Ses cris stridents, répétitifs, peuvent durer plusieurs secondes. Surtout, ils rappellent dans certaines sonorités des plaintes féminines ou des pleurs soutenus. Exactement comme ce qui a été décrit dans la plupart des témoignages de ceux qui n'ont pas vu mais qui affirment avoir entendu les fameuses plaintes de la Banshee. Quant au témoignage de Anne au début de notre récit, nous pourrions évoquer la théorie d'hallucination émanant d'un mauvais rêve. Non, après tout, la chose est courante, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous a déjà vécu ce phénomène des plus troublants, durant lequel nous louvoyons entre rêve et réalité. Nous pensons alors vivre des choses tantôt bizarres, tantôt absurdes, tantôt effrayantes, avec la nette impression d'être éveillés, alors qu'en réalité, il n'en est rien. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H se consacre à une terrifiante créature de la mythologie celtique, la Banshee. Annonciatrice de mort, elle s'est imposée dans le paysage folklorique des pays du nord de l'Europe comme l'un des monstres les plus courants et les plus effrayants. Son histoire, sa physionomie et sa proximité avec la grande faucheuse en font une créature iconique qui dispose de rites et de légendes propres. Ce n'est sans doute pas pour rien d'ailleurs si la Banshee est devenue un véritable pilier de la pop culture. Depuis plusieurs dizaines d'années, la messagère de la mort a intégré nos séries, nos films et nos livres avec une puissance de frappe impressionnante. La Banshee des temps modernes est assez différente, en réalité, de celle des premières légendes mythologiques celtes. Alors que depuis le XVIIe siècle, elle n'est qu'une créature criarde, annonçant la mort en terrorisant, son imaginaire a largement évolué. Dans notre culture actuelle, la Banshee est une terrifiante créature avide de sang, aux cris si stridents qu'ils peuvent provoquer la douleur autour d'elle. Ce n'est donc pas le cas, si l'on en croit la description plus ancienne, qui la relie plutôt au panthéon des divinités gaéliques. Sans être toutefois inoffensive, elle apparaît beaucoup moins démoniaque qu'elle nous l'est présentée aujourd'hui. La Banshee est présente dans notre société actuelle sous plusieurs formes et dans plusieurs types de médias. Elle tient une place prépondérante dans notre pop culture moderne. Comment ne pas penser à Sean Cassidy, personnage Marvel dont le surnom n'est autre que le Banshee ou le hurleur. Son pouvoir est évidemment lié à ses cordes vocales. Récemment, le jeu vidéo The Witcher 3, dont une adaptation en série existe aussi sur Netflix, en fait aussi apparaître dans certaines missions, en lévitation, décharné et
À l'apparence de sorcières, elles donnent du fil à retordre aux autres protagonistes. Elles sont aussi des membres à part entière de l'univers Warhammer, une marque de jeux, de magazines et de romans. Du côté de nos écrans télé, la Banshee n'est pas en reste et fait aussi son apparition dans de nombreux films et de nombreuses séries télé. Dark Shadows de Tim Burton, Teen Wolf et même Avatar y font référence avec plus ou moins de liens directs. Encore récemment, en 2022, est sorti sur nos écrans le film Les Banshees d'Inisherin, un film portant sur la guerre civile vécue par l'Irlande au cœur des années 1920. En première vue, et hormis le titre, rien n'indique la présence de ces apparitions fantomatiques dont nous venons de parler. Pourtant, il existe bel et bien un clin d'œil à la Banshee au sein de cette œuvre. Une vieille femme, Madame McCormick, joue dans l'intrigue un rôle secondaire. Son personnage, en réalité, se veut être l'incarnation du démon. C'est ainsi que le réalisateur matérialisa dans son film l'un des éléments les plus importants du folklore irlandais. Cette concentration d'apparitions de Banshees dans le monde celte est le fruit d'un folklore puissant, issu de la mythologie. Aujourd'hui, il continue de vivre, certainement avec moins d'ardeur, mais il est toujours bien présent au travers des forêts et des campagnes d'Irlande ou d'Écosse. Ces figures, en rapport avec la mort, sont finalement terrorisantes, parce qu'elles nous interrogent sur l'une des peurs les plus primaires de l'humanité. Le moment du grand départ. Mourir est une fin, un départ vers un inconnu que personne ne maîtrise. Y a-t-il quelque chose ensuite ? Ce qui rend la perspective inquiétante, c'est justement que tout le monde l'ignore. Personne n'en est jamais revenu pour raconter son expérience, n'est-ce pas ? Les Banshees, dans leur rôle de prophète de la mort, jouent peut-être une fonction d'accompagnatrice pour adoucir la route et permettre aux proches également de se préparer au pire. Alors les Banshees, véritable esprit venu d'un autre monde ou simple créature mythologique créée de toutes pièces. Je vous laisse le soin de continuer la recherche et qui sait, de nous apporter des réponses concrètes. Mais si vous vous rendez en Irlande, prenez garde. Il semblerait que les Banshees ne soient jamais bien loin des chemins et des lisières de forêt. Voilà pour cet étrange récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.